Euh, cette séance s'insère dans, je dirais, une série de rendez-vous que nous avons souhaité organiser pour proposer à l'ensemble des agents territoriaux du Limousin la possibilité d'échanger, de s'informer, de se tenir au courant, mais voilà, surtout de participer, de poser des questions, de donner leur avis, expliquer ce qui se passe dans leur collectivité s'ils le souhaitent. Voilà, c'est ça l'esprit des rendez-vous. Ça nous paraît important dans cette période où évidemment les réseaux fonctionnent beaucoup moins bien qu'à l'ordinaire compte tenu de la situation que nous traversons. C'est bien compréhensible. Donc nous poursuivons maintenant depuis plusieurs semaines avec des thèmes extrêmement variés. Ce matin, on s'intéressait à l'urbanisme au cours d'un rendez-vous qui était programmé là-dessus. Je vois que Caroline nous rejoint. Je la vois apparaître à l'écran. Bonjour Caroline Fries, bonjour. Bonjour à vous. J'espère que tout va bien. Merci encore d'être présente pour animer cette séance encore aujourd'hui. Donc c'est l'occasion pour moi de rappeler que nous organisons ces rendez-vous en partenariat avec les centres de gestion du Limousin, que ce soit la Corrèze, la Creuse et bien sûr la Haute-Vienne dont vous faites partie. Voilà, je n'en dis pas plus, je vais vous laisser travailler. Je serai amené à vous quitter assez rapidement, non pas que le sujet ne m'intéresse pas, mais j'ai déjà participé à une séance précédemment, mais surtout parce que je dois rejoindre le séminaire national de direction du CNFPT sur une autre visio, et donc je vais vous abandonner d'ici quelques minutes. Mais je vous souhaite une excellente après-midi et je remercie tous les collègues qui ont bien voulu s'inscrire, de participer à cette session. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup, Monsieur Gévaudan. Donc, Florence Ricol, je vais prendre la parole. Donc, je vois que nous sommes 22 actuellement. Donc, je vais vous donner quelques petites consignes techniques. Donc, je vais me mettre en plein écran. Alors, la première consigne technique, pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, la plupart vous l'avez fait, c'est de vous identifier en cliquant en haut à droite sur votre vignette, ce qui vous donne accès à votre clavier et vous pouvez renseigner votre prénom, votre nom et éventuellement votre collectivité. C'est ce qui va nous permettre à la fois de réaliser l'attestation de présence et en même temps de vous identifier lorsque vous voudrez prendre la parole dans le chat. Je vais vous expliquer où se trouve le chat. Autre information, donc il y a un ascenseur complètement sur la droite qui vous permet de passer sur toutes les personnes qui sont présentes, avec ou sans caméra. Donc ça, c'est à votre choix de mettre ou pas votre caméra. L'essentiel, c'est que vous soyez identifié et que lorsque vous prenez la parole, on puisse vous entendre si vous avez un micro. Donc, autre information, en bas, toujours à droite, les trois petits points, c'est pour tout ce qui concerne les paramétrages, donc vous n'avez pas à y toucher. Le carré avec les 4 petits carrés, vous pouvez cliquer dessus sans problème. Vous verrez que ça donne une vue en mosaïque. Là, ça n'a pas un très fort intérêt parce que, alors sur les 21, on arrive à voir tout le monde, mais en très petit. Mais l'intervenante, lorsqu'elle va prendre la parole, on sera plus à l'aise de la voir en grand. Mais si vous faites des réunions, par exemple, avec vos collaborateurs ou des réunions personnelles, ça peut avoir un intérêt de voir tout le monde à l'écran. Donc, en recliquant dessus, vous repassez dans le mode précédent. Et sinon, ce que l'on voit en bas à droite, vous avez le téléphone rouge qui vous servira à quitter la réunion. Tant que vous n'appuyez pas sur le téléphone rouge, si vous laissez en l'état, vous serez toujours dans la salle, même si tout le monde s'en va. Donc, en partant, il faut quitter la réunion. À droite du téléphone rouge, vous avez la possibilité de démarrer votre caméra si vous en avez une. Donc, quelques-uns d'entre vous l'ont démarré. Si vous voulez passer en position arrêt, il suffit de cliquer dessus et on ne vous voit plus. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, c'est mes initiales qui restent, mais on ne me voit plus. Et on peut repasser aussitôt en position caméra.
ça clique trop vite. À gauche du téléphone rouge, vous avez le micro. Vous pouvez l'activer et le désactiver. Donc, pour le moment, normalement, il est en position désactivé pour chacune d'entre vous. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez le désactiver parce que c'est plus confortable, naturellement, qu'il n'y ait qu'une seule personne qui prenne la parole à la fois. Sinon, il y a des effets de Larsen et puis on n'arrive pas à bien s'entendre. Donc, quand j'aurai terminé mon intervention, moi-même, je couperai mon micro. Ce que vous avez, les petits pictos que vous avez en bas à gauche de votre écran, donc vous avez celui qui est complètement à gauche, qui est le partage d'écran. Donc là, il n'y en a qu'une qui va s'en servir sur cette séance. Ça va être notre intervenante Caroline Fritz. Nous n'y touchons pas. Nous avons le lever-baisser de main qui peut servir à prendre la parole, mais là, à 20, c'est assez compliqué. Donc, je vous invite à ne pas y toucher, mais à ouvrir, fermer le chat qui se situe à droite de la main. Donc, certaines personnes l'ont déjà fait pour dire bonjour. Donc, ça va nous servir tout au long de ce rendez-vous à poser des questions, à réagir. Pour les personnes qui n'ont pas de micro, ça leur permettra en fait de poser leurs questions et moi ou Caroline, nous relayerons la question. Et pour les personnes qui ont un micro, elles pourront demander la parole. Si elles se sont bien identifiées avec leur nom, Caroline ou moi-même, nous les appellerons pour qu'elles prennent la parole au moment de l'échange. Voilà. Et ce que je disais à certains tout à l'heure, si vous voulez voir un petit peu qui sont les participants et notamment ceux qui se sont identifiés, tout à fait en haut, vous avez à côté du code de la réunion, vous avez 22, donc ça veut dire qu'il y a 22 personnes qui sont connectées. En cliquant sur le 22, vous voyez le nom des personnes qui se sont identifiées. Et lorsque l'on voit Fellow Jitster, ça veut dire que les personnes n'ont pas encore marqué leur nom sur leur vignette. Donc, voilà, je les invite à le faire, sachant que la vignette de chacun est en haut à droite. Voilà, alors ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est confortable pour tout le monde? Donc, plutôt que toutes les personnes confortables répondent, nous avons encore quelques minutes pour régler des petits problèmes éventuels. Est-ce que les personnes qui auraient des petits soucis peuvent le signaler dans le chat? Je vais patienter quelques minutes. N'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on va rester pratiquement 2 heures ensemble. Donc, c'est bien d'être confortable. Donc, posez vos questions s'il y a un souci particulier par rapport au bon fonctionnement de l'application. Et si je ne vois rien arriver dans les quelques minutes qui viennent, je passerai la parole à Caroline Fritz, qui a la gentillesse, en effet, comme le disait M. Gévaudan, d'animer cette 3e session sur les positions statutaires et les congés pendant cette période de crise. Vous avez été très nombreux à vous inscrire et c'est la raison pour laquelle nous avons détriplé l'intervention. Donc, je ne vois rien arriver sur le chat. J'aurais tendance à en déduire que vous êtes confortable pour le suivi de l'intervention de Caroline. Donc, Caroline, je vais te donner la parole. Eh bien, je la prends. Bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, on va être ensemble jusqu'à 16 heures maxi pour traiter de la gestion statutaire de nos agents sur cette période très particulière qui est ce Covid. Nous avons construit cette présentation en partenariat entre les 3 centres de gestion du Limousin, 19, 23, 87. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir après auprès de votre centre de gestion préféré en cas de questions complémentaires subsidiaires. Et vous verrez, je ne vais pas malheureusement avoir la réponse à toutes vos questions. Il reste des incertitudes qui ne sont pas toujours tranchées. Voilà, notre présentation va se découper en 3 phases. Une première où on va regarder un peu la position durant la période de confinement et post-confinement. Donc position en termes de travail présentiel, télétravail ou pas. Et puis on aura un focus. Donc entre ces 2 points, on pourra évidemment, vous allez me poser vos questions sur ces positions-là. Ensuite, nous aurons un focus plus particulier sur les ASA enfants et les ASA et les agents vulnérables.
Ça sera un deuxième point, parce que je pense que la plupart du temps, vos questions portent beaucoup sur cette partie-là. Et puis enfin, on fera un troisième temps sur la gestion de l'ordonnance liée au congé et au RTT sur cette période de confinement et de déconfinement. Voilà, donc ça c'est la présentation. Donc 3 phases où je prends la parole, je décline le PowerPoint et à l'issue de ces 3 temps, une période de questions. Voilà, donc voilà, je vous demande par contre de poser les questions sur les bons temps, de manière à ce que je puisse vous répondre au bon moment, parce que voilà, ça peut être compliqué sinon. Alors, je vais partager l'écran. Florence, tu me diras si ça fonctionne. Florence? Voilà, c'est bon pour nous, Caroline. Tu n'es pas encore en plein écran. Ok. J'imagine que tu vas le faire. Vous vous avez perdu en fait. Parfait, merci. Voilà, donc oui, une date de PowerPoint au 5 mai, puisque c'est la date de la première session. Voilà, position statutaire et congé pendant la crise sanitaire. Avec dans un premier temps un rappel sur les règles de travail. Durant la période de confinement, c'est-à-dire dès le 17 mars, on est sur une mise en œuvre des seules activités essentielles. Évidemment, c'est toujours un peu complexe de définir les activités essentielles, mais on était évidemment sur les actions liées au service à la personne. Ça allait de la garde d'enfants des personnels hospitaliers au service, au portage de repas à domicile, voilà, hein, sur des activités qui sont liées, enfin, indispensables au fonctionnement de la structure pendant la période. Donc, vous pouvez aussi avoir en administratif, par exemple, les services d'état civil, les services de compta et de paye, pour ne citer que. La priorité qui avait été donnée par le gouvernement était de favoriser au maximum le télétravail, de ne garder du présentiel que pour les activités indispensables et non réalisables d'un point de vue distanciel, et puis la mise en œuvre d'ASA, d'autorisation spéciale d'absence, en cas d'impossibilité de télétravail et pas de mission réalisée en postier. Donc si on se penche un peu sur le télétravail, alors on a un décret qui est sorti le 5 mai dernier, qui a été publié donc le 7, qui vient modifier sensiblement le décret de 2016. Hein, donc, ce décret de 2016 dont je vous parle, il est modifié et il parle des conditions de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et dans la magistrature. Les points importants, c'est un passage de 3 jours maxi de télétravail à un télétravail total, notamment en période exceptionnelle. Et il va également déterminer des nouveautés sur le lieu de télétravail, hein, qui peut notamment être le domicile de l'agent, mais qui peut être tout autre lieu privé de mise en œuvre. Et évidemment, tout lieu en usage professionnel, ça on l'avait déjà. Il va également indiquer qu'on va pouvoir avoir des modalités spécifiques de mise en œuvre de télétravail avec soit une attribution par semaine, par mois, voire même par jour flottant sur la semaine, sur le mois, voire sur l'année, avec une demande qui est réalisée par l'agent auprès de la collectivité. Évidemment, ce décret de télétravail parle de modalités de mise en œuvre et notamment de la conformité des lieux de travail, ce qui a été extrêmement compliqué pour nous. Hein. C'est-à-dire que sur cette période du 17 mars, les conditions de télétravail, elles ont été mises en place avec ce qui existait et parfois pour nos collègues ou nous-mêmes, des conditions de télétravail pas toujours très confortables, hein, sur la table du salon, allongé sur son lit, enfin voilà, en fonction de l'environnement familial que l'on a autour de soi, des choses qui n'étaient pas toujours faciles. Voilà. Je mettrai aussi une petite nuance entre la notion de télétravail qui est encadrée juridiquement et celle de travail à distance qui n'est pas encadrée juridiquement, mais qui n'apparaît pas dans le décret qu'on attendait. Hein. On pensait qu'il y aurait une petite nuance et elle n'y est pas. Le travail à distance étant en fait la possibilité pour les agents de travailler chez eux,
mais pas forcément avec l'ensemble des fonctionnalités du travail, enfin de ce qu'ils peuvent avoir quand ils sont au bureau. Donc les modalités de mise en œuvre du télétravail, elles sont importantes à regarder, notamment vérifier que les conditions matérielles sont réunies, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du matériel que l'on peut mettre à disposition de nos agents. Alors, dans la plupart du temps, on a été assez inventif, hein, et le décret maintenant le prévoit d'ailleurs, la possibilité d'utiliser le matériel personnel de l'agent sur des périodes exceptionnelles. Et évidemment, il faut des modalités particulières existantes de connexion Internet possible, de téléphone, etc. Mais il y a aussi une notion importante à avoir en tête, c'est l'accompagnement des agents, notamment le rappel des bonnes conditions de travail sur l'ergonomie des postes de travail. Voilà, travailler 8 heures d'affilée sur une chaise de cuisine à une table de cuisine, c'est pas forcément très confortable pour le dos et à terme, on risque d'avoir des petites problématiques physiologiques. Et puis, une distinction importante à faire entre vie professionnelle et vie privée, notamment sur cette période de confinement où en fait le temps s'est un peu dissous, avec un environnement qui n'évoluait pas en fonction des jours. Donc ça veut dire que on était tous ensemble, enfin toujours avec les mêmes personnes, que ce soit le lundi ou en période de week-end. Et donc voilà, de bien conserver, d'être attentif à ce que nos agents conservent bien des temps de vie qui soient marqués, vie professionnelle et vie privée. Si l'on parle du travail en présentiel, on va examiner notamment ce qu'on a appelé le PCA, qui est le plan de continu d'activité, qui était nécessaire pour assurer du travail en présentiel. Qu'est-ce qu'il contient, ce PCA? Il va déterminer les activités qui doivent être maintenues, il va déterminer qui va être présent pour réaliser ces activités, et puis fixer les modalités de travail. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Avec quels outils, attestation éventuellement aussi, et puis va bien sûr apparaître les mesures de protection des agents. On va être vigilant notamment, alors évidemment aux équipements de protection sanitaire, mais aussi au fait qu'on peut potentiellement avoir des agents qui vont se trouver en position de travailleur isolé et faire en sorte que les conditions de travail soient sans danger pour les agents. Il y a aussi à avoir en tête, alors évidemment là on espère terminer, mais si les choses devaient se reproduire, l'idée qu'on peut avoir un PCA pour un travail en mode dégradé, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une idée, une planification de ce qu'on veut qu'il soit réalisé, ce qui peut être réalisé durant la période sur l'ensemble de la collectivité et potentiellement en mode dégradé, mais notamment aussi pour les agents qui sont possiblement en télétravail, pour quelles tâches ils peuvent réaliser, quels sont les objectifs, quelles sont les missions et les dossiers qui sont à suivre. Lorsque nous avons des missions en collectivité qui ne peuvent pas être réalisées, alors, exemple très simple, hein, tout le milieu culturel, bibliothèque, conservatoire de musique, les lieux sportifs, les piscines, les salles de sport, tout ça ont été fermés, donc les agents qui travaillaient exclusivement sur ces structures n'ont plus de mission à réaliser. Ils étaient donc placés en autorisation spéciale d'absence. Dans ce cadre-là, ces agents sont considérés comme en position habituelle de travail, qui ne génèrent pas de RTT, et il n'y a pas d'heures décomptées ou dues. C'est-à-dire que les heures qui auraient dû être réalisées sont considérées comme faites. C'est notamment important dans le cadre des agents annualisés. On compte le nombre d'heures qui auraient dû être réalisées sur la mission. Pour une ATSEM qui effectue 9 heures par jour sur le temps scolaire, même si elle n'est qu'à 39 heures, à 35 heures, pardon, on va bien considérer ces 9 heures par jour comme réalisées. On va éventuellement positionner en congé sur les périodes d'ASA, c'est-à-dire que notamment des congés qui auraient été posés et validés avant la période de confinement pouvaient très bien être maintenus sur les plannings et l'agent sortait de sa position d'autorisation spéciale d'absence pour rentrer sur sa position de congé. Et puis, on va notamment avoir cette vision-là pour les agents annualisés dont les congés ont été prévus au planning prévisionnel. Et je pense notamment en période de vacances de Pâques, où la plupart d'entre vous, quand vous avez des structures d'accueil scolaires, aviez dans vos emplois du temps d'agents des écoles
planifier sans doute des heures de ménage à réaliser sur le début des vacances ou en fin de vacances, et puis des périodes de récupération et des périodes de vacances. Donc, ces périodes-là, elles sont posées, elles sont considérées comme réalisées. Un petit focus sur la mise à disposition de personnel. Vous avez été quelques-uns à nous poser des questions. La mise à disposition de personnel, elle était tout à fait réalisable et elle demeure réalisable, notamment pour les missions essentielles. Elles vont J'ai l'impression qu'on n'entend plus Caroline. Est-ce que Caroline? Alors, on ne l'entend plus et j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Voilà. Merci Estelle. Donc, je pense que Caroline a eu un petit problème quant à sa connexion. J'en suis désolée. Je vous demande de patienter quelques minutes. Je pense qu'elle va se reconnecter. Oui, je vois qu'elle a perdu sa connexion. Hein, si je me mets sur sa vignette. D'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder. En fait, en haut à gauche de votre vignette, vous avez l'état de votre connexion. Quand on est vert, d'ailleurs qu'on se met sur le petit rond avec les barres, ça nous donne l'état de notre connexion. Donc, quand on est vert, c'est bien. Alors, je vois que Caroline vient a priori de se reconnecter. Et par contre, quand on est rouge, c'est pas très bon. Et quand on perd la connexion. Caroline, est-ce que tu nous entends? Très bien, vous m'entendez? Oui, on t'a perdu, Caroline. Vous m'avez perdu quand? Alors, on t'a perdu il y a 3-4 minutes. D'accord. Est-ce que j'avais commencé la mise à disposition? Je pense que tu commençais la mise à disposition. D'accord, donc je vais revenir dessus. Donc je disais que la mise à disposition n'était possible qu'avec des fonctionnaires titulaires ou des agents en CDI, qu'il fallait impérativement l'accord express de l'agent, et si possible l'accord écrit de l'agent, qu'il convenait qu'il y ait des conventions signées, une convention signée entre la collectivité d'origine et la collectivité d'accueil, qui fixe l'objet, la durée, les conditions d'emploi, et les conditions de remboursement. Et j'insistais sur le fait que même si aujourd'hui la gratuité n'est pas possible tout le temps, et notamment entre structures qui n'ont pas de lien l'une entre elles, enfin l'une et l'autre, un décret va sortir pour permettre cette gratuité. Que cette mise à disposition nécessite la signature d'un arrêté individuel et qu'il est important de prévoir, en tout cas qu'il est utile de prévoir une information aux premières réunions des conseils des élus concernés de cette mise à disposition. Voilà, j'en finissais là pour cette première partie. Donc, je vais enlever le partage d'écran. On ne l'avait plus, là, ton partage d'écran. On était revenu sur toi. D'accord. Bon, je pense que c'est ça qui a peut-être posé un petit problème. C'est ça qui pose des problèmes. Bon, on verra après. Oui, je pense. On verra tout à l'heure. Alors, il y a Marion qui souhaitait prendre la parole. Je vous donne la parole, Marion. Vous pouvez décocher votre micro. Alors, c'est… Marion, non, mauvaise manip. Ah oui, c'était une mauvaise manip. Ce n'était pas une demande de prise de parole, c'est pas grave. Caroline, tu voulais… donc là, on arrive sur le temps d'échange où vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à demander la parole dans le chat. Et peut-être que Caroline, tu voulais, toi, ajouter 2-3 petites choses. Non, mais j'attends un peu les questions sur cette première partie. Est-ce que vous avez eu des problématiques sur le placement de vos agents en autorisation spéciale d'absence,
En télétravail, on va réaborder hein, ces questions-là sur les gardes d'enfants. C'est peut-être là où vous avez le plus de questions en attente. Bon, a priori, pas de questions. Très bien. Alors, on passe à la deuxième partie. Ah, Vincent Faure. Vincent, tu peux ouvrir ton micro, activer ton micro à gauche du téléphone. Si tu as un micro. On m'entend, c'est bon? Oui, on t'entend. Oui, juste une petite question. Les placements en autorisation spéciale d'absence ou en télétravail, même si le télétravail est devenu la norme, elle se passe forcément par d'un arrêté individuel, puisque nous, bon, on l'a pris dans ce sens-là, mais j'ai pu comprendre que ce n'était pas une obligation de le formaliser ainsi. Je voulais juste qu'on clarifie les choses, enfin, si ça peut poser quelques collègues aussi éventuellement. Alors oui, effectivement, hein, plusieurs centres de gestion préconisent l'arrêté parce que c'est en fait une modalité habituelle de fonctionnement auprès de nos agents, mais le formalisme n'est absolument pas obligatoire. Par contre, l'important, c'est que vous ayez formalisé quelque part la position de votre agent. Vous pouvez très bien avoir un agent administratif, par exemple, qui va être en présentiel 2 jours dans la semaine ou 2 matinées dans la semaine, et n'ayant pas de possibilité de télétravail à la maison, sera en autorisation spéciale le reste du temps. Donc, vous pouvez très bien avoir formalisé sur un planning général les positions de chacun. L'important, c'est que les positions au moment soient partagées, c'est-à-dire qu'elles soient connues et de la collectivité et de l'agent. Ça sera notamment très important si vous voulez appliquer l'ordonnance liée au congé, telle qu'elle existe à l'État. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Mais non, si vous n'avez pas pris place vos agents en ASA, mais que vous avez bien suivi sur un planning le positionnement de chacun, pas de souci. On avait surtout des collectivités qui étaient très embêtées pour la rédaction d'arrêté parce que elles avaient des agents qui passaient d'une position à l'autre et pas forcément d'ailleurs de façon connue à l'avance. Je prends un exemple sur un personnel technique qui pouvait intervenir dans le cadre du PCA sur des fuites d'eau. Il est bien évident qu'il est compliqué de prévoir le moment où on va devoir avoir une interruption de l'ASA pour passer en mode de travail et sur site pour aller gérer la fuite qui arrive dans la collectivité. Voilà. Donc, en fait, la formulation, elle importe peu. Par contre, vraiment, hein, j'insiste sur le fait qu'il fallait qu'il y ait une inscription quelque part sur un planning. Enfin, voilà, je pense que les Excel permettent plein de choses. Voilà, d'identifier correctement la position et que cela soit bien partagé par les agents. D'accord. Merci. D'autres questions ? Alors, apparemment, il n'y a pas d'autres questions, Caroline. Tu peux reprendre le partage et je te dirai si on le voit bien. D'accord, très bien. Donc, je passe à la deuxième partie. Pourquoi ? Alors. C'est ton document. Je me demande si tu n'as pas perdu ta connexion tout à l'heure où tu avais, nous, quand on regardait sur ta vignette, tu l'avais perdu et peut-être que tu dois rappeler ton document. Ouais. Je suis en train de le réouvrir. Voilà. Est-ce que tu le vois, Florence ? Parfait, on le voit bien. Je peux le mettre en plein écran. Voilà. Merci. Ben, de rien, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne comme les fois dernières. Ah, hop. Voilà, donc là, il est en plein écran. Normalement, vous ne me voyez plus. C'est parfait. Alors, on va passer maintenant sur la deuxième partie qui est, à mon sens, celle où vous avez plus de questions, où j'espère vous apporter un maximum de réponses, mais vous allez voir, tout n'est pas calé.
Nous avons eu de grosses questions et des problématiques, notamment sur la question des gardes d'enfants, avec la fermeture des établissements scolaires ou de gardes d'enfants. On va sur les mêmes problématiques sur les crèches également. On a des collègues qui ont des enfants de moins de 16 ans qui ont dû rester à la maison pour garder les enfants. L'idée du texte, c'était de dire que le plus possible, on maintenait en télétravail quand cela était possible. Ça peut engendrer de la fluctuation en termes de position de l'agent, fluctuation de position statutaire. On peut avoir notamment une garde alternée des enfants avec le conjoint. Il est arrivé souvent que le conjoint soit lui aussi en télétravail ou en tout cas à la maison, confiné, et donc avec la possibilité d'avoir des périodes d'occupation des enfants, de s'occuper des enfants pour laisser l'agent en position de travail. Il était donc tout à fait possible qu'il y ait une partie de la journée ou de la semaine qui soit en activité. C'est-à-dire que vous pouviez très bien avoir des agents qui soient positionnés en ASA le matin et en télétravail l'après-midi. Là encore, il n'était pas toujours simple de rédiger des arrêtés de mise en ASA. Par contre, l'importance de l'outil planning et de positionnement des agents revêt tout son sens, notamment quand on va parler ensuite des problématiques posées par l'ordonnance sur les congés. En l'absence de télétravail possible, soit parce que l'agent n'a pas les moyens techniques, que la collectivité ne peut pas les lui fournir, ou bien encore que ces activités ne relèvent pas d'activités pouvant être réalisées en télétravail. L'agent va être placé en autorisation spéciale d'absence. Et ça, c'est valable pour tous les agents, qu'ils soient agents contractuels ou qu'ils soient fonctionnaires, IRCANTEC ou CNRACL. L'agent, quand il va être en ASA, ne va pas générer de RTT durant la période, ne va pas non plus ouvrir de droit à des tickets resto quand vous en donnez. Il faut savoir que il y a une prise en charge spécifique pour les agents IRCANTEC avec les agents IRCANTEC, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient contractuels, avec le versement d'IJ par la sécurité sociale intégré à la rémunération. Ce principe est valable encore jusque normalement à la fin du mois, même si pour on a des retours ministères qui semblent penser, qui nous laissent penser en tout cas que le souhait du gouvernement, c'est bien de maintenir une aide aux collectivités territoriales. J'ai bien conscience, pour avoir plein de questions là-dessus, déjà sur les deux premières interventions, que il est compliqué aujourd'hui sur le site amélie.fr de faire les choses, puisque les modalités techniques ne sont plus ouvertes. En fait, les gardes d'enfants pour le privé, qui étaient sous couvert d'IJ Sécurité sociale, sont passés en chômage partiel. Donc ce n'est plus le même prestataire qui fait les versements pour la partie financière et la partie revenus aux agents. Comme la sécurité sociale ne pratique plus d'IJ pour le secteur privé, elle a fermé les possibilités sur la plateforme. On a confirmation que dans le courant de ces jours-ci, elle devrait être ouverte pour les agents de la fonction publique, État, hospitalière et territoriale. Donc ça, c'est pour la problématique technique. J'insiste sur le fait que cette position d'ASA garde d'enfant, elle est fractionnable entre les deux parents et que même si je sais que cette période de confinement est extrêmement dure pour le féminisme, il ne revient pas qu'à la maman de s'occuper des enfants sur ces périodes de confinement et que les pères peuvent aussi prendre une part de garde. Autre question sur cette garde d'enfants, et notamment via le déconfinement qui a commencé hier, avec un président de la République qui indique dans sa dernière allocution que il y aura possibilité pour les parents de choisir de ne pas mettre les enfants à l'école.
et un discours et un texte qui indique qu'à compter du 2 juin, les choses vont changer un peu. Alors, je dirais que jusqu'au 1er juin inclus, la situation des gardes d'enfants, ASA garde d'enfants, est maintenue pour l'ensemble de nos agents. Le temps notamment que l'ensemble des structures scolaires aient pu mettre en place leur méthode de fonctionnement. Il y a maintien des aides financières, ça c'est l'annonce qu'on a eue et on est toujours en attente du texte et surtout en attente du déblocage du site amélie.fr. Au-delà du 2 juin, on a la possibilité, enfin on va avoir 2 hypothèses. Soit votre agent a un enfant de moins de 16 ans et la structure scolaire ne peut l'accueillir, soit parce que son niveau scolaire n'est pas réouvert, soit parce qu'il y a déjà trop d'enfants dans la classe, soit parce que voilà, il ne peut pas être accueilli par l'école. Auquel cas, votre agent sera maintenu en ASA. Si c'est l'agent qui décide, le parent qui décide de ne pas mettre l'enfant à l'école malgré le fait que l'école peut l'accueillir, ce sera une décision individuelle et dans ces cas-là, on n'est plus en système d'ASA mais en système de congé, c'est-à-dire que le parent pourra demander à bénéficier alors, de congés sous toute forme, congé annuel, pause de RTT, utilisation de son compte épargne-temps, mais en tout cas, ça viendra retirer des droits à absence individuels de l'agent. Donc, jusqu'au 2 juin, on reste souple sur l'application des ASA pour les enfants qui rentrent à l'école ou qui vont rentrer à l'école. À partir du 2 juin, on demandera aux agents une attestation de l'établissement indiquant que l'enfant ne peut être accueilli à l'école. Pour les agents qui sont malades, alors on est sur les mêmes règles qu'habituellement. Un agent vous fournit un certificat médical, il est placé en maladie ordinaire, voilà. Sauf que depuis le 24 mars 2020, il n'y a plus de jours de carence qui s'imposent. Et dans la mesure où vous ne devez pas, en règle générale, savoir, tout le temps, que vous ne devez pas savoir de quoi souffre votre agent, ce jour de carence va être retiré, enfin va être non appliqué systématiquement, quelle que soit la cause de la maladie qui fait que votre agent est absent. D'accord? Ça, c'est un point sur lequel on a été souvent questionné. J'insiste sur le fait que même si on est sur une condition particulière, une période particulière, on a le principe du secret médical à respecter et que dès lors qu'on a un arrêt de maladie, nous ne sommes pas censés savoir pourquoi l'agent est malade. Question importante des personnes dites vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui relèvent d'une ou plusieurs pathologies dont la liste est accessible. Je vous ai mis le lien sur le PowerPoint. On a 11 pathologies, diabète, maladie cardiaque, obésité, problématiques d'immunité, etc. Là encore, on va avoir des traitements particuliers en fonction des hypothèses de capacité de travail à la maison. Si les agents font partie de ceux qui détiennent des activités qui étaient liées au PCA, qui devaient donc avoir lieu, si l'agent pouvait les effectuer à la maison, eh bien on les positionnait en télétravail. Si ces activités ne pouvaient se faire en télétravail, il était dit en arrêt maladie, avec une déclaration sur amélie.fr pour perception des IJ. Ça, c'était valable pour tous les agents. En fait, l'agent en ALD pouvait faire sa propre déclaration auprès d'amélie.fr et s'il n'était pas en ALD, il pouvait aller voir son médecin traitant qui lui fournissait un arrêt de travail pour pathologie non compatible avec le travail en collectivité. La sécurité sociale assurant un remboursement en collectivité. On a pris une décision au vu des textes d'une position administrative qui s'appelle l'arrêt de travail, c'est-à-dire qu'on plaçait l'agent en arrêt maladie. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de lire les guides de confinement qui sont sortis récemment. On parle dans ces guides d'autorisation spéciale d'absence. Alors c'est une donnée qui est apparue très très vite au moment du confinement, mais qui n'avait pas de valeur, qui n'avait pas de support juridique. Donc on est toujours un peu en latence entre ces deux positions.
entre l'autorisation spéciale d'absence et l'arrêt de travail en maladie ordinaire pour ces agents. Je vous avoue d'ailleurs que je suis un peu fixée sur mon téléphone puisqu'on a actuellement la Fédération nationale des centres de gestion qui est en contact hebdomadaire avec le secrétaire d'État Olivier Dussopt, qui devrait cet après-midi nous donner des informations précises là-dessus. Donc on est en attente. Je pense que d'ici, j'espère pouvoir vous renvoyer un PowerPoint avec la décision définitive. Si on est sur cette position d'arrêt de travail, on a une question qui nous taraude tous, qui est celle de l'épuisement des droits de maladie, puisque on va avoir des agents qui potentiellement arrivent au bout des 90 jours de plein traitement. On a aujourd'hui donc pas les éléments pour permettre de répondre à cette question. Moi, je vous invite. Alors, j'ai bien conscience que, et je vous assure que ma position n'est pas confortable en vous le disant, que je ne suis absolument pas conforme juridiquement et que je vous invite même à ne pas respecter les règles convenues. Mais moi, je vous invite à oublier le passage à demi-traitement sur le mois de mai et de revoir cette question à la fin si vraiment c'est nécessaire et si on est sur une position d'arrêt de travail. Après le 11 mai, donc à partir de maintenant, a priori, on serait sur le maintien de la position d'arrêt de travail, alors soit en maladie ordinaire, soit en ASA. Hein. J'espère pouvoir vous dire, vous envoyer le PowerPoint demain en ayant réglé cette situation. Et je confirme que la CPAM doit maintenir le processus de compensation financière avec le paiement d'IJ pour ces agents vulnérables, même si ça n'existe plus pour la partie privée. Donc ça, on a une confirmation malgré tout. Voilà. Donc là, je vais vous redonner je vais reprendre la caméra, je vais arrêter le partage d'écran et on va passer aux questions. Florence ? Oui, donc on te voit bien. Donc j'invite les collègues à demander à prendre la parole sur le chat, ou bien celles et ceux qui n'ont pas de micro à poser leurs questions directement. Donc je vois qu'Isabelle Mathieu, qui est concernée, qui n'a pas de micro, dit « Les agents espaces verts et vulnérables étaient en ASA jusqu'au 11 mai. Au 12 mai, reprise du service. Faut-il placer les agents en arrêt maladie avec certificat médical ou bien attendre ?» J'ai bien envie de dire attendre les 48 heures qui viennent, puisque j'espère pouvoir avoir une réponse. Effectivement, les agents des espaces verts qui, a priori, n'avaient pas d'activité jusqu'à hier pour le moment de la reprise, étaient en ASA pour absence de mission. Voilà, donc ils peuvent être maintenus un peu comme ça jusqu'à maintenant. Pour moi, les agents vulnérables qui rentraient dans le PCA, c'est-à-dire qui auraient dû avoir des activités, nous on les faisait mettre en arrêt de travail le plus souvent, maladie. Mais là, franchement, on surfe sur des compréhensions différentes. Et on est assez partagé. Je pense qu'au niveau national, on doit être à 55% et 45%. Alors 55 pour l'ASA, 45 pour l'arrêt de travail. Mais notre difficulté, en fait, c'est que il y a des choses qui sont avancées, qui sont plutôt avancées pour les salariés du privé et qui sont ensuite ajustées pour les fonctionnaires, avec des modalités d'application qui sont différentes. Et notre souci, c'est qu'on n'a pas le texte juridique qui va avec la décision. Donc, on a des volontés politiques. Mais pour l'instant, les textes ne sont pas sortis. Voilà, donc là, c'est une vraie problématique. Moi, je vous propose d'attendre 48 ou 72 heures pour la rédaction et j'espère vraiment, en tout cas, c'est la réponse qu'on a eue ce matin de la FNCDG, c'est d'avoir une réponse de l'Élise Dussopt cet après-midi sur cette question spécifique. Alors, comme le disait Caroline, on vous enverra le PowerPoint et comme Caroline Fritz attendait des réponses, on va patienter un petit peu avant de vous l'envoyer. J'imagine que les réponses, tu les attends environ pour demain, donc après-demain, sans doute. Alors, c'est une bonne question. Donc oui, pardon, peut-être que tout le monde ne voit pas le chat. Madame Mathieu dit quand ne seront-ils plus vulnérables et il faut bien une décision médicale. Oui,
oui, il faut bien une décision médicale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les salariés du privé, jusqu'au 30 avril, les personnes vulnérables étaient en arrêt maladie et touchaient des IJ de la sécurité sociale. À partir du 1er mai, ces salariés du privé basculent dans le chômage partiel. Donc, en fait, la sécurité sociale arrête son fonctionnement d'aide financière et coupe les vivres. Sauf que dans ces vivres-là, il restait aussi une part pour la fonction publique. Donc voilà, la question c'est quelle décision on prend. Nous, jusqu'à présent, on avait des arrêts médicaux des médecins qui plaçaient les agents en arrêt maladie parce que vulnérables. Aujourd'hui, il existe un autre document qui sera tout aussi valable pour nous, qui s'appelle le certificat d'isolement. Donc, où l'agent a pu aller sur amélie.fr et a un arrêt de maladie ou un certificat d'isolement de la sécurité sociale parce qu'il est en ALD et que le médecin conseil valide le fait qu'il ne doit pas travailler, ou alors il a vu son médecin traitant qui l'a positionné en isolement. Il faut savoir que les modèles qui sont sortis pour les médecins sur ce certificat d'isolement ne met pas de date de fin à l'isolement. Donc, jusqu'à quand? Là, c'est une décision médicale. Alors, c'est ou une décision médicale ou c'est une décision politique qui met fin parce qu'il... Alors, moi, j'ai mon micro qui se coupe. Oui, effectivement, il se coupe, mais... Tout seul. Ouais, alors là, j'ai pas compris pourquoi. C'est pas moi qui l'ai coupé. Mais en fait, c'est la connexion de Caroline, là, j'ai compris. Elle nous a à nouveau quittés. Donc, vous voyez, coupé, ouais. Ouais, je pense que c'est ta connexion. Tu dois varier entre le vert et le rouge ou le gris. Donc voilà, mais c'est revenu tout de suite. C'est des petites coupures. Ouais. Là, je suis bien verte. Et verte. Donc tout va bien. Donc oui, je disais qu'il n'y a pas de date sur les certificats d'isolement, sur les modèles qui sont transmis aux médecins. Donc jusqu'à quand? Je n'en sais rien. Soit jusqu'à une décision d'un médecin traitant qui détermine qu'il n'y a plus de risque et que l'agent peut retourner au travail, soit parce qu'il y a la fin de l'état d'urgence sanitaire, parce qu'on décide, parce que le Covid a disparu et qu'il n'y a plus de risque. Voilà, pour l'instant, ce qu'on peut dire. D'autres questions sur cette partie-là? N'hésitez pas, hein, c'est complexe. Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres questions pour le moment, Caroline. Donc, je reprends la main avec le PowerPoint sur la partie des congés? Tout à fait. Ça marche. Tac. Oh, mais ça y est, je l'ai à nouveau. Ouais, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une micro-coupure, ça te fait partir ton document. Je vais ouvrir. Ça faisait pas ça, hein, les fois précédentes. C'est bizarre. Hop. Le voilà. Ok, tout va bien. Nous l'avons bien à l'écran. Alors, on va donc parler maintenant de l'ordonnance 430 du 15 avril dernier, qui est relatif à la prise de jours de réduction de RTT en fait, ou de congé dans la fonction publique de l'État, applicable à la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire. L'idée, c'est qu'à l'instar des salariés du privé, les agents de l'État se voient diminuer, voient leur jour de congé diminuer, RTT diminuer, parce que absents sur leur poste de travail durant cette position de confinement. Ce sont des mesures prises pour la fonction publique d'État qui constituent un plafond, qui ne sont en rien obligatoires pour les fonctions publiques territoriales, puisque principe de l'administration, c'est les élus qui détermineront de la mise en œuvre ou pas de cette ordonnance dans leur structure. S'il y a application des
des dispositions de l'ordonnance, ce sera dans une limite plafond de ce qui a été déterminé par l'ordonnance. Alors, l'idée en fait de cette ordonnance, je vous ai fait un petit extrait du rapport qui avait été transmis au président de la République lors de l'écriture de cette ordonnance. C'était de dire qu'une fois la crise passée, les agents publics auront un rôle important à jouer pour relancer l'activité du pays et nécessitera la mobilisation et l'implication de l'ensemble des agents. Il conviendra donc d'anticiper dès à présent cette sortie pour garantir la continuité des services publics en évitant toute désorganisation. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les agents soient le moins absents possible sur la période de l'année restante pour assurer les missions et relancer l'activité. Donc, ça veut dire que dans l'idée, moins il y a de congés à prendre, moins on désorganise les structures, en tout cas sur les ministères. Donc là, je vais vous exposer les modalités qui sont prises pour les agents de l'État et en vous rappelant que c'est le plafond qui pourra être mis en œuvre dans les collectivités. On va avoir une distinction entre les agents qui ont été positionnés en ASA et les agents qui ont été positionnés en télétravail. D'où l'importance d'avoir acté, soit par un arrêté, soit par un planning, des positions des agents sur la période concernée. L'article 1er de l'ordonnance impose la prise de 10 jours de RTT ou de congés annuels pendant la période de confinement, avec une répartition de 5 jours entre le 16 mars et le 16 avril, et 5 autres jours de RTT ou de congés annuels entre le 17 avril et le terme de la période d'urgence sanitaire ou à la date effective de reprise. Donc, ça veut dire que les agents d'État peuvent se voir imposer la suppression de 10 jours RTT sur la période. C'est dès lors que c'est décidé par la structure, ça s'impose à l'agent, il n'a pas le choix. Alors évidemment, on va avoir des traitements différents puisque tous les agents ne disposent pas de jours RTT, au titre notamment de la première période. Si l'agent ne dispose par exemple que de 3 jours RTT pour la première période, on va partir sur ces 3 jours de RTT et puis on va prendre 6 jours de congé annuel avec 1 jour pour la première période et 5 jours au titre de la deuxième période. Autrement dit, on sera toujours limité à 6 jours de congé annuel pris sur l'ensemble des 2 périodes. Si un agent n'a donc pas de jour RTT, eh ben, on pourra lui prendre 6 jours de congé annuel qui seront décomptés au titre de la deuxième période. S'agissant des jours RTT ou de congé à prendre après la sortie donc de l'ordonnance, le chef de service pouvait imposer des dates avec le respect d'un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc. Et lorsque les agents sont en temps partiel, on proratise ce nombre de jours imposés. Lorsque l'agent est en télétravail ou assimilé, notamment les agents qui restent en activité sur site, eux vont pouvoir se voir imposer de prendre 5 jours de RTT ou, à défaut, 5 jours de congé entre le 17 avril et le terme de l'état d'urgence, ou si elle est antérieure, la date de reprise de fonction dans les conditions normales. Voilà. Donc, moins de retrait de droit à congé pour les agents qui ont travaillé sur la période, mais malgré tout une possibilité. Vous voyez que pour l'État, c'est le chef de service qui a l'ensemble des décisions à prendre. C'est lui qui précise les dates des RTT ou de congés qui sont à prendre en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc. Et la disposition offre une possibilité au chef de service, mais ne l'oblige pas. Donc là aussi, en fonction de l'implication et de la mobilisation surtout des agents sur la période, il peut y avoir des modulations, y compris dans un ministère, à l'intérieur d'un même ministère. Dès lors que ces agents sont placés en RTT ou en congé annuel sur ce principe, les agents ne seront évidemment plus sollicités au titre du travail pendant cette période. Ils sont bien en congé, en repos. Donc, sur cette gestion, on voit bien que la modulation des congés est notamment
Alors, Caroline, nous… J'ai entendu Voilà. ça. Ouais, j'ai entendu Tu t'es rendu compte, hein. D'accord, super. Ouais. Donc, si tu peux reprendre juste la dernière phrase sur la modulation. Ouais, mais je crois qu'il va falloir… C'est bizarre comme… je suis désolée, hein, cette difficulté. Non, ça peut être ta bande passante. Tu sais, ça dépend vraiment des moments. Hein. On peut avoir une bande passante qui fluctue. Il n'y a pas de souci. Voilà. Non, je vous disais qu'effectivement, les modalités d'organisation du temps entre le 17 mars et aujourd'hui étaient importantes parce que du coup, en fonction de cette position, on va pouvoir retirer plus ou moins de congés à l'agent. Et il faut savoir que dès lors qu'on aura posé notamment des congés annuels sur ces périodes et au titre de cette ordonnance, les jours de congés annuels posés ne rentreront pas dans le calcul ouvrant droit à jour de fractionnement. Ça, c'est important hein, parce que ça, c'est une réaction en chaîne. C'est-à-dire que je vais, par exemple, imposer des congés sur la dernière semaine d'avril qui est une période de comptage des jours ouvrant droit à jour de fractionnement. Là, on va pas les compter. Donc, possiblement, vous avez des agents qui vont perdre un jour de fractionnement, voire les 2 jours de fractionnement. Il faut savoir qu'on a un décret en attente pour modifier les textes sur les comptes épargne-temps, notamment pour permettre le basculement de jours de reliquat de congé annuel 2019 sur 2020, et puis pour élargir le compte épargne-temps de 60 à 70 jours. Voilà, donc décret en attente qui va aussi permettre de gérer ces congés qui restent à placer sur les mois restants de l'année. Voilà, sur cette partie-là, j'aurai encore une petite partie en fin de réunion. Je reviens à la caméra. Vous me voyez? C'est bon, Caroline. Ok. On te voit. Alors, est-ce que sur cette partie, certains souhaitent prendre la parole, soit en posant leurs questions sur le chat, soit en demandant une prise de parole pour apporter peut-être aussi un témoignage hein, de ce qui est des décisions qui ont été prises par vos élus, ou bien poser une question, avoir un éclaircissement. Je vois que Vincent aimerait prendre la parole. Vincent, on te la donne. Tu peux allumer ton micro. Oui, c'est bon pour moi. Juste une petite précision sur la compréhension, sur le décompte des jours pour les agents placés en ASA. On a parlé donc de 6 jours. Moi, quand je l'ai lu, j'avais compris que pour les agents et la collectivité pour laquelle je travaille, on n'a pas de RTT qui est mis en place. On ne pouvait donc comptabiliser que 6 jours maximum, mais que sur la deuxième période. Mais la première période existe. Alors à ce moment-là, on ne se sert pas. Enfin, moi, j'ai compris qu'au maximum, on pouvait retirer que 6 jours. Alors, s'il n'y a pas de RTT. Est-ce que j'ai bien compris le raisonnement? Oui, pardon. Vincent demandait s'il avait… Je pense que là, c'est Florence que j'ai plus. Vous m'entendez? Moi, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci, Monsieur Faure. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Oui, alors vous avez c'est 6 jours maximum de congé, mais le texte à l'État dit en fait que on prend 5 jours sur la deuxième période, d'accord? En fait, pour les agents en ASA, on a 5 jours de RTT sur la première période, 5 jours de RTT sur la deuxième période. Et s'il n'y a plus de RTT, on peut prendre sur les congés. D'accord? D'accord. Si vous n'avez bien compris. Pardon? Florence? Monsieur Faure, est-ce que vous m'entendez toujours? Pour moi, c'est bon, allez-y, il n'y a aucun souci. Okay, très bien. Donc, en fait, j'ai 5 jours sur chacune des périodes de RTT et de congés possibles sur la deuxième période. Si toutefois, je n'ai pas de RTT, je vais prendre un jour au titre de la première période de congé annuel,
Et je vais prendre 5 jours de congé annuel au titre de la deuxième période, puisque de toute façon, la deuxième période, elle prévoit 5 jours de RTT. Donc, je ne peux pas aller au-delà de 5 jours. D'accord? Donc, on est d'accord que c'est bien 6 jours maximum sur les 2 périodes cumulées. 6 jours maximum au titre des 2 périodes. Exactement. Ok, bon, c'est bon, j'avais bien compris ça comme ça. Si vous appliquez ce que sur la deuxième période, vous êtes à 5 jours. Oui. Voilà. On s'entend bien. Ok, super. Impeccable. Merci à vous. Et je vous en prie. Ça fait plaisir de vous entendre. Mais je crois qu'on a perdu Florence, hein, il n'y a plus de connexion. Voilà, je suis revenue. Effectivement, c'est moi qui étais dans le rouge, mais c'est bon, c'est revenu. Chez moi aussi cet après-midi. Voilà, ça vient, ça part. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de collectivités qui vont mettre en place l'ordonnance? Est-ce que vous avez eu des questionnements des élus, des anciens, des futurs nouveaux? J'ai toujours la parole, si je peux, mais je ne sais pas si on m'entend toujours. Oui. Oui. Bon, juste pour info, nous, à la communauté de communes Pays de Nexon-Montchalut, le président a souhaité à ce qu'on solde, parce que par tolérance, on soldait toujours nos reliquats de 2019, on avait jusqu'au 30 avril par tolérance de la collectivité. Il n'a pas souhaité que l'on prenne les congés 2020, mais bien qu'on solde tous les reliquats et jours de fractionnement acquis sur 2019. Au moins dans un premier temps. Après, on se laissait pour voir ce qui se profile à l'horizon, mais pour l'instant, on n'a pas touché à 2020. Ça a été un souhait de la collectivité. D'accord. Oui, en sachant que les ASA 2020, ASA confinement, je ne sais pas comment les appeler, hein, elles ne permettent plus de générer des RTT déjà. Donc ça veut dire que l'enveloppe annuelle de RTT, elle va être déjà mangée par le fait qu'on n'en génère pas, quoi. Alors, une question de Madame de Beaumy. Alors, je ne sais pas, c'est qu'elle ne doit pas avoir de micro possible. Ces dispositions sont bien pour la FPE. Pour la FPT, l'exécutif peut choisir d'appliquer moins de jours. Oui, tout à fait, Madame de Beaumy. On est bien sur un maxima, donc et aucune obligation de mettre en place. Stéphanie Deschamps. Ne sera pas appliqué à FETIA, car nous avons demandé aux agents de prendre les congés qui avaient été validés. Très bien, voilà, ça fait partie des dispositions. Ok. Et je vois que Véronique Vaugrand veut prendre la parole. Véronique, est-ce que vous avez accès à votre micro en l'activant? Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, c'est bon. Oui, bonjour. Juste, nous, beaucoup de nos agents sont en centre de la mémoire de Radour, hein, donc on est fermé au public. Donc beaucoup de nos personnels sont en ASA. Du coup, si on veut appliquer l'ordonnance ou une partie de l'ordonnance, comme il y avait un délai de prévenance, on peut régulariser a posteriori là et dire aux agents, finalement, on va vous prendre 5 jours de congé ou on va solder le reliquat 2019, ce que je trouve très intéressant comme suggestion, où il aurait fallu les prévenir avant. Je ne sais pas si ma question est très claire. Elle est très très claire. Hein. Elle est très. Vous m'entendez? Elle est très claire. Non, enfin. D'accord. Ouais, je suis très embêtée de répondre. Vous vous rendez bien compte. Il y a un principe préexistant à tout en droit public, enfin en droit et notamment en droit public. C'est le principe de non-rétroactivité. La difficulté, c'est que sur cette période, notamment d'urgence sanitaire, on voit bien qu'on a des décisions qui sont prises rétroactives, enfin qui sont prises tardivement et qui nous permettent la rétroactivité. Donc sur le papier, je dirais que vous pouvez le faire. Ce que ne prévoit pas l'ordonnance, c'est l'intervention du dialogue social et notamment des CT, CHSCT. Pour moi, on est sur des mesures qui relèvent quand même de la gestion de la collectivité. Une information au comité technique me semble indispensable et que, évidemment, plus les choses sont expliquées, plus elles peuvent être comprises et mieux elles sont appliquées et vécues. Voilà. Voilà. Et par contre, je peux très bien comprendre aussi de la part des élus, et notamment par exemple pour vos types de structures, qu'il y a une nécessité, c'est-à-dire qu'en fait là, on a déjà une fermeture sur une période en plus qui est une des plus importantes en termes d'ouverture, et que nécessairement on va avoir besoin d'avoir un accès à la structure sur la suite de l'année. Voilà. Donc voilà, donc voilà. Et notamment sur le fait que vous pouvez aussi inviter les agents à poser des vacances. Oula,
Ça écrit, ça écrit. Oui. Voilà. D'accord, merci. Mais je vous en prie. Jérôme Denot, bonjour Jérôme. La Comcom de Noblat, les jours 2009 étaient consommés. Très bien, il a été demandé de prendre au moins 5 jours aux agents. On avait regardé en 2019, il avait été constaté qu'en moyenne, les agents prenaient 5 jours entre les vacances février et ouais, ça c'est une, donc on est resté constant. Ça c'est un regard qu'on pouvait tous faire. Effectivement, les agents posent régulièrement des vacances sur Pâques. Et on pouvait très bien effectivement considérer qu'ils étaient en positionnable sur ces périodes-là. Ok. Madame de Baumy, par contre, pour une question de nécessité de service, la Comcom, nous avons pour un agent pour lequel on n'a pas pu appliquer ces jours de congé imposés, se pose quand même la question d'équité entre tous les agents. Parfois un peu difficile à faire passer auprès des agents qui occupent différentes situations administratives. J'ai un peu du mal à vous suivre, Madame de Baumy, vous n'avez pas de micro. C'est dommage, ça peut être une question intéressante pour tous. Est-ce que vous m'entendez? Super, bonjour Estelle. Bonjour Aline. Bonjour à tout le monde. Oui, c'était peut-être pas très clair ce que j'écris en me relisant. Oui, c'est qu'en fait, effectivement, donc nous, on a appliqué finalement, c'était 5 jours. Sauf qu'en fait, on avait un besoin aussi sur un agent qui était à la fois en ASA mais mobilisé sur intervention un peu d'urgence, enfin sur les stations d'épuration. Et donc lui, on lui a rien posé du tout. Et donc, tout ceci dans une collectivité. Donc il y a des agents qui sont en télétravail, qui pour certains très mobilisés parce qu'ils gèrent la situation, d'autres qui sont en ASA. Et donc en fait, c'est aussi le ressenti, le vécu des agents qui se disent tiens, on nous applique des jours. Enfin voilà, c'est aussi en termes de ressenti, de faire passer le message et que ça soit bien compris. Voilà, c'était un peu aussi. Voilà, je suis d'accord. Moi, je vous invite vraiment tous à être vigilants sur ce point d'équité. On est tous éloignés du groupe travail depuis longtemps. Il va y avoir des symbioses à recréer en espace collectif. Les problématiques de recréation, de cohésion de groupe peuvent exister. Et si en plus vous avez des divergences de traitement dans vos agents, ça va être compliqué. Entre ceux qui sont beaucoup impliqués, qui en fait ont l'impression qu'ils sont beaucoup moins bien servis que ceux qui n'étaient pas forcément très mobilisés, parce que soit ils n'étaient pas eux-mêmes, soit parce qu'il n'y avait pas de capacité à mobiliser, ça peut être compliqué. Donc, pour moi, il vaut mieux éviter qu'il y ait des agents qui n'aient pas de retrait de droit à congé. Par contre, vous pouvez valoriser l'implication par d'autres choses, et notamment par le fait qu'on a un décret sur les primes exceptionnelles qui arrive. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Ou de se dire que il y aura peut-être des autorisations autres d'absence à un autre moment pour permettre de valider des choses. Voilà. Mais c'est complexe, je suis d'accord, Estelle, le cas par cas et enfin quand on prend les situations individuellement, c'est pas simple. C'est pas simple. Voilà, beaucoup de vigilance quant à ne pas créer de sentiments d'iniquité, parce qu'au moment de la reprise au travail, ça va être important, puisque c'est des choses qui peuvent rester longtemps. Effectivement, Florence, t'es toute rouge. Hein. Alors, ça vient, ça va, et je suis… voilà, ma connexion est toute rouge, ça veut dire mauvaise, mais je suis encore là. Monsieur Denot qui précise que pour les Peut-être que Jérôme voulait prendre la parole. Jérôme Denot, tu souhaitais prendre la parole avec ton micro? Si tu en as la possibilité, d'ailleurs, peut-être que tu n'as pas de micro. D'accord, pas de micro, je comprends. Donc, précision pour les agents multi-accueil et collecte des déchets dans sa communauté de communes, pas de demande de poser des jours car ils avaient nécessité d'être présents. C'est ça, mais là, vous avez une explication. Voilà, là, clairement, j'ai une explication qui est claire et les agents étaient sur place. Voilà, donc leur situation n'est pas, est caractérisée au départ, donc pas de problématique. En tout cas, pas pour moi. Juridiquement, il va être difficile d'en trouver des problématiques. Hein. Vous avez vu dans l'ordonnance, c'est le chef de service qui, subjectivement, va déterminer qui perd des jours, qui doit poser des jours. Hein.
Donc, on est vraiment dans le cadre de l'organisation des services, voire même sur des petites échelles. Hein. Donc, d'un point de vue juridique, je pense que les choses sont peu contestables. Hein. L'idée étant en fait que vous ne preniez pas des décisions qui rendent le fonctionnement de la structure difficile par des rapports humains qui se complexifient sur des choses qui sont liées à ça, quoi. Après, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on va avoir besoin d'être au travail, hein. Ne serait-ce que pour comment dire, pour rester positif, parce que c'est un peu long d'être chez soi. Moi déjà, rien que ces visios, je suis hyper contente d'entendre, de voir les gens. Alors Ouais, je confirme aussi. Ouais, ça fait du bien déjà d'avoir ce retour progressif sur nos métiers grâce aux visios, mais c'est long. Ouais. Oui, heureusement qu'il y a ces moments de partage. Bien d'accord sur nos métiers. Voilà, c'est bien de se le dire entre nous parce que ça fait du bien de se retrouver sur nos activités, tout ce qui nous amène à travailler ensemble. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, je pense que c'est une manière aussi de percevoir tout le côté positif de nos missions. Hein. Ça, forcément, ça fait prendre du recul. Hein. Mais voilà, le contexte extérieur est important. Après, après ça sera traité dans le cas des visions sur le PRA, mais la reprise d'activité peut être aussi extrêmement angoissante pour certains d'entre nous. Hein. Donc ça, il faut aussi avoir une vigilance accrue sur ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette question? Ah, oui. Oui? Oui, Estelle, prenez la parole. Ouais, donc je rouvre mon micro parce qu'on va pas faire d'interférence. Oui, j'ai une question parce qu'en fait, soit j'ai pas bien entendu ou compris. J'ai compris que la nécessité de cette fameuse attestation de l'école là, pour les personnes qui auraient des soucis pour refaire garder leurs enfants finalement, c'est à partir du 2 juin. Et j'avoue que moi parce qu'on a une situation d'un agent déjà et j'ai déjà demandé en fait l'attestation alors qu'on n'est pas encore le 2 juin, donc j'ai pas bien fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Le tout, c'est que peut-être elle va être modifiée d'ici le 2 juin, en fait. D'accord. Okay. Mais vous pouvez demander l'attestation. Hein. Ça me semble pas. En fait aussi, nous, j'essaye vraiment de travailler sur équité, parce que moi, je sens que c'est un peu touchy comme sujet. Et je me dis bon, on va pas juste donner genre open bar, tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut. C'est plutôt de dire bon, on va essayer de cadrer un petit peu pour dire bah oui, le voisin, enfin ton collègue, oui, il est voilà, il est parvenu parce qu'il y a une problématique, mais on a tracé, on a demandé, voilà pour qu'on puisse un peu justifier. On a aussi communiqué dans ce sens, hein, en disant notamment demander aussi des attestations de l'employeur du conjoint, de la conjointe, indiquant qu'il n'y a pas possibilité de faire du partage de garde. Pour deux choses. D'une part, parce que un agent 24/24 avec ses enfants, même si c'est ses enfants confinés dans un espace clos, ça peut être très très long et que voilà, le partage c'est bien. Et puis comme je le disais, c'est pas que les mamans qui gardent les enfants, quoi. Et ça, c'est aussi important. Voilà. Donc oui, pas de gravité si vous avez demandé des attestations. Il faudra peut-être par contre que vous refassiez le tri au moment du 2 juin pour vous assurer que vous êtes bien sur des personnes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas leurs enfants pris dans une structure, quoi. Je suis toujours avec vous. Oui, tu es toujours avec nous, Caroline. Juste une petite remarque, effectivement, sur le fait que les collectivités continuaient de tourner, effectivement, grâce à l'adaptation des agents hein, et des organisations qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour continuer sur leur mission au mieux. C'est sûr. Je pense qu'on s'est tous découvert des capacités auxquelles on ne pensait pas en termes d'adaptabilité et de créativité d'organisation. Les collectivités ont continué à tourner malgré tout. Je pense que on a aussi des équipes et des agents qui sont fortement mobilisés. Alors moi, je suis à la fois très heureuse de voir que la population découvre qu'il y a des agents efficaces en collectivité. Je suis un peu malheureuse qu'ils le découvrent que maintenant.
notamment si je prends les agents de collecte dont parlait Jérôme tout à l'heure. Voilà, les agents de collecte, ils collectent tout le temps, tous les ans, et quand il a fait 40 ou 42 degrés l'été dernier, ils étaient là aussi, quoi. Et leurs conditions de travail étaient pas bonnes non plus. Enfin, en tout cas, elles étaient pas. Voilà, je pense que personne n'avait envie d'être à 14 heures derrière le camion de collecte. Voilà, donc peut-être aussi que c'est une manière. Enfin, c'est un moment où la population peut prendre conscience du travail qui est réalisé par ces fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires, mais territoriaux surtout et actifs, quoi. Donc, ouais, effectivement, et on peut se féliciter entre nous du travail qui est réalisé pour le maintien des collectivités, enfin des actions des collectivités, ça c'est sûr. Y a-t-il d'autres questions sur ces trois premières parties? Moi, j'ai deux petits points complémentaires à apporter. On peut y passer et puis revenir de toute façon. Je refais le partage. D'accord, merci Caroline. Je te dis quand ça marche. Très bien. C'est bon, c'est à l'écran. Merci. Très bien. Voilà, moi je voulais revenir aussi sur des questions qui nous sont posées et pour lesquelles je n'ai pour l'instant pas de réponse, mais qui devraient arriver, notamment sur la titularisation des agents ou qui ont cette échéance qui est arrivée de titularisation sur la période ou qui vont l'avoir dans les semaines prochaines. Pour des agents qui notamment n'ont pas pu suivre la formation d'intégration ou ne pourront la suivre puisque toutes les formations sont suspendues jusqu'à septembre au moins. Le principe du droit commun, c'est de dire que toute titularisation n'est pas possible si la formation d'intégration n'a pas été réalisée et que on attend que cette formation d'intégration soit réalisée pour pouvoir revenir de façon rétroactive à la date de titularisation. Donc, autrement dit, si j'ai un agent qui était titularisable au 31 mai, on va dire au 1er juin de cette année, qui n'a pas suivi sa formation d'intégration et que celle-ci est programmée en septembre, je pourrais très bien, au 30 septembre 2020, prendre un arrêté titularisant l'agent au 1er juin, date initialement prévue. Donc voilà, l'agent est maintenu stagiaire le temps que la titularisation puisse intervenir. A priori, nous avons un texte qui est en cours de rédaction, un décret qui sortirait, qui permettrait la titularisation avec l'engagement pour l'agent et la collectivité de suivre la formation d'intégration. Donc ça, c'est quelque chose à suivre. Possiblement, vous pourriez peut-être avoir la possibilité de titulariser vos agents en amont de la date prévisible de la formation d'intégration. Un point aussi sur les contrats en cours ou arrivant à échéance. Le texte qui régit les contrats est toujours le décret de 88-145. Il n'y a pas d'évolution particulière. Par contre, le gouvernement et le président de la République en premier lieu a insisté sur le fait qu'il fallait faire attention à ne pas mettre les agents, les personnes en situation de précarité. Autrement dit, le plus possible, on vous invite à reconduire les contrats qui arrivent à échéance, notamment y compris les contrats sur poste permanent, avec notamment la possibilité de se baser sur l'assouplissement des règles de recrutement et notamment de mise en concurrence entre guillemets des candidats. Donc, ça veut dire que potentiellement vous pourriez reconduire un contrat au moins sur une limité, enfin en tout cas voilà, pour les personnes qui arriveraient. Voilà. On aura aussi une information sur les CDIsations et notamment les agents qui rentrent dans le cadre des dispositifs de l'article 3-4 de la loi de 84. Vous savez, hein, c'est au bout de 6 ans de contrat de l'article 3, on doit passer un agent en CDI. Cette disposition, elle prévoit qu'il puisse y avoir une interruption de 4 mois maximum entre 2 contrats d'article 3.3. A priori, cette date, cette durée des 4 mois pourrait être suspendue pendant la période de Covid. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une interruption de contrat sur la période de Covid si celle-ci dépassait les 4 mois, on pourrait malgré tout procéder à la CDIsation. Voilà, à avoir en tête éventuellement pour des agents qui pourraient dépendre de vos collectivités. Voilà, c'était les quelques points sur lesquels je voulais revenir.
avant de revenir à vous. Alors, je crois, sauf si c'était une erreur de manipulation, Véronique a demandé la parole. Véronique Vaugrand. Oui, non, c'était juste pour préciser. Je suis un petit peu rassurée parce que nous, personnellement, il m'avait semblé voir effectivement une consigne ministérielle pour les renouvellements de contrats précaires, on va dire. Et nous, on l'a appliqué au centre de la mémoire, c'est-à-dire que j'ai 4 contrats de vacataires, on va dire, en fin de contractuel à temps non complet, qu'on a renouvelés là en avril, en mai et en juin. Et pourtant, on est fermé. Donc, c'est des temps partiels, hein, mais voilà. Donc, Ouais, on a renouvelé ces contrats. On oublie la notion de service fait et on renouvelle, effectivement. Parce que éventuellement, sans cette période de Covid, ils auraient été renouvelés. Donc, Voilà. Voilà, le besoin n'ayant pas réellement, enfin, n'aurait pas dû disparaître. Absolument. Oui, Voilà. c'était la condition. C'est ça. Oui, c'est la condition. Oui, la condition était que le besoin existe toujours à la reprise ou bon. Et voilà, donc nous, effectivement, ils étaient prévus. Hein, donc, Voilà. et même peut-être, ils auraient même été peut-être à temps complet, mais bon, on a renouvelé sur la base des durées de travail qu'ils avaient et ils étaient très contents. Bah oui, ça fait déjà un revenu qui rentre dans la mesure où ils sont dans l'incapacité de faire de la recherche d'emploi par ailleurs. Enfin, voilà, c'est compliqué hein, de chercher du travail en ce moment. Donc, Isabelle Mathieu de la mairie de la Souterraine nous pose une question. Un CDD pour accroissement temporaire d'activité a été signé pour 1 an jusqu'au 30 juin. Peut-il être prolongé? Bah, a priori, oui. J'allais dire oui si au 30 juin, on est toujours dans, ben oui, on sera toujours dans l'état d'urgence sanitaire. Donc oui, on pourrait voilà, avoir un peu quand même comment évoluent les choses jusqu'au 30 juin. Je suis désolée Isabelle de vous répondre de faire une réponse de Normand, même si j'y ai passé quelques années, j'ai vraiment l'impression de faire un voyage géographiquement, voilà. Mais c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, les choses évoluent tellement vite hein, que en fait fin juin, c'est dans 6 semaines et ça me paraît très loin. Donc il faut se dire que ça sera peut-être possible. Et puis après de voir aussi quelles sont les missions. Vous savez que le besoin est toujours là car le travail il n'en fait pas de confinement. Bah oui, forcément. Alors, je ne sais pas si on reste sur l'accroissement temporaire d'activité, puisque malgré tout, la loi de 84 n'a pas été modifiée. Hein, il n'y a pas de choses qui soient venues l'adapter, en tout cas permettre l'adaptation. Après, on peut avoir du saisonnier hein, derrière, pour rester sur du non permanent. Voire même sur du remplacement d'agents absents, parce qu'il y aura des périodes de congé. Sur des missions qui sont un peu identiques. Après, ça dépend un peu de l'activité. Mais si je suis par exemple sur des espaces verts qui n'ont pas été entretenus et qui doivent être prolongés, j'ai peut-être des agents dans le service espaces verts qui seront en congé, auquel cas je prends un article 3-1 plutôt qu'un 3 premièrement. Je sais pas, je vous parle peut-être chinois un peu là. Voilà, mais il y aura des solutions. Il y aura des solutions pour prolonger l'agent, puisque le besoin est là. Merci. C'est du jargon, hein, mais bon, je sais qu'à vous, je peux. Oui. Oui, c'est difficile d'être muette. Alors bon, on essaie de porter la voix d'Isabelle Mathieu, mais c'est sûr qu'elle aurait peut-être eu d'autres choses à nous communiquer, ne serait-ce que le son de sa voix. Ouais. Merci. 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 Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres interrogations? J'avais eu des questions précédemment à chaque fois sur les primes exceptionnelles. Donc, le texte n'est toujours pas sorti, mais il est prévu à une sortie de texte avec une prime exceptionnelle qui a priori serait non liée au RIFSEP. Donc, ça veut dire que même les collectivités qui n'auraient pas mis en place le RIFSEP ou qui souhaiteraient mettre en place des primes pour des agents dont les cadres d'emploi ne relèvent pas encore du RIFSEP pourraient le faire. Voilà, donc le texte est en cours de rédaction, il devrait sortir.
Je l'ai entendu, Monsieur Faure, c'est pour ça. Ouais, mais c'était une question qui est redondante. Voilà, les textes sont à sortir. Parce que c'est vrai qu'au début, on nous parlait de fonctionner avec le CIA, en fait. Or, les problématiques que se posaient pour certaines collectivités, c'est que pour certains, les plafonds CIA sont déjà atteints. Donc, il aurait fallu faire un texte modificatif de la loi sur le RIFSEC, enfin des textes sur le RIFSEC, et c'était plus problématique. Donc, a priori, on aura un texte particulier sur cette prime spéciale. Alors, on peut, si vous avez des questions, j'en profite. Alors voilà, Stéphanie, est-il prévu un dédommagement pour les agents en télétravail? Alors, ça sera tout. Pardon, c'est moi. Ça sera toute la portée de ce décret, justement. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va permettre à l'autorité territoriale de dire qu'il y a eu la valeur exceptionnelle de l'agent. Et effectivement, a priori, le texte prévoit que ce soit et pour les agents qui ont fait du présentiel. Vous savez, en fait, ça se décline par la prime aux agents hospitaliers. Donc, au départ, on était plutôt sur un public EHPAD, puisque en contact avec des personnes vulnérables et susceptibles. Voilà, on savait que c'était des lieux plus susceptibles de développer la maladie. Mais il semblerait qu'on puisse aller dédommager d'autres agents dont le travail a été particulièrement remarquable ou l'implication particulièrement remarquable sur cette période. Donc, a priori, oui, pour le télétravail. Mais tant que le texte n'est pas sorti, je préfère rester dans le conditionnel. Alors, j'allais dire, j'en profite pour, par rapport aux formations que nous vous proposons, peut-être que vous avez des besoins et c'est l'occasion là, par chat ou en prenant la parole, de nous en faire part. C'est vrai qu'il y a des décrets qui vont sortir par la suite, donc on s'était dit avec Caroline qu'on pourra envoyer une information à toutes les personnes qui avaient suivi les webinaires, donc puisqu'on est sur la 3e édition. On pourra faire une information. Peut-être qu'on en refera un autre si ça le mérite, hein, s'il y a suffisamment de questionnements, de points particuliers qui mériteraient d'être exposés en collectif. Donc, on le fera donc soit par mail, soit on vous reproposera une date. Mais en dehors de ces décrets spécifiques attendus, est-ce que vous auriez d'autres besoins qui émergent? Donc, n'hésitez pas là à m'en faire part par le chat. Et moi, je vous annonce, vous l'avez peut-être reçu dans les collectivités, je ne sais pas si vous y avez prêté attention, mais il y a les centres de gestion dans le cadre du partenariat de la Creuse et de la Corrèze. Donc, les 2 sessions sont ouvertes à tout le monde, hein, peu importe le département dans lequel vous êtes employé, qui nous proposent sur le plan de reprise d'activité des outils à partager avec les collectivités pour ce plan de reprise d'activité sur jeudi et vendredi. Alors, voilà, est-ce que vous avez bien eu cette information? Est-ce que vous voulez que je vous redonne les codes? Je peux vous les donner dans le chat si certains souhaitent avoir les codes. Il y a encore de la place. C'est jeudi après-midi et si je ne me trompe pas, vendredi matin. Donc, voilà. Voilà, je vais le faire. Je termine de parler, puis je vais aller les rechercher. Je vous les mettrai sur le chat. Et puis, j'ai en cours de préparation pour information pour les encadrants, pour la remobilisation des équipes hein, dans cette période de reprise d'activité progressive. Certains ont peut-être déjà suivi Benjamin Dreux, qui est intervenu sur tout ce qui est management et RPS et puis auprès du public RH et préventeur. Et là, il est en train de préparer une autre intervention qui sera certainement proposée la semaine prochaine, va être un petit peu courte avec l'ascension, donc je pense qu'on positionnera plutôt la semaine d'après sur la remobilisation des équipes
Et ce que disait Caroline sur le fait que les uns les autres, on n'a pas vécu la période de la même façon et aider les encadrants à appréhender les différentes réactions des collègues et comment les prendre en compte au mieux pour remobiliser ces équipes. Donc ça, ce sera à destination des encadrants et j'ai un formateur qui m'a proposé un format un peu différent pour les agents, pour eux-mêmes se remobiliser sur leurs activités, faire le point sur un petit peu évacuer ce qu'ils auront pu vivre sur ces 2-3 mois, 2 mois et demi, on va dire, et puis se remobiliser dans leur travail en essayant de retrouver du sens dans leurs activités. Là, je pense qu'on fera certainement un format qui sera différent, qui ne sera pas sur 2 heures, mais avec des petites périodes en présentiel, un petit peu de travail individuel de chacun pour que chacun se pose les bonnes questions sur lui-même et se retrouve en format petit groupe. Donc ça, vous ne tarderez pas à avoir de l'info. Moi, je vais chercher donc les codes et si pendant que je cherche les codes, voilà, vous avez des questions sur l'intervention de tout de suite ou des idées de thématiques qui pourraient être traitées dans les prochaines semaines, n'hésitez pas parce que vous l'avez compris, le CNFPT ne va pas reprendre malheureusement ses stages en présentiel avant la rentrée, après les grandes vacances. Donc, du coup, nous allons continuer sur des formats à distance. Donc, nous sommes en train de recenser tous vos besoins de manière à travailler avec nos formateurs au plus proche de ce qui vous semble être le plus important. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Et je m'en vais chercher les codes pour vous les donner. Donc, Caroline, si tu avais d'autres choses à dire, c'est le moment. Ça a été rediffusé sur le 87. Oui. Voilà, ça a été fait. Il y a eu un petit échange pendant que tu étais en intervention avec ton directeur. Donc, ça y est, c'est reparti pour les collectivités du 87. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres interrogations ? Si ce n'est pas le cas, je vais, moi, vous remercier de votre attention, vous dire de ne pas hésiter à solliciter vos centres de gestion respectifs sur vos questionnements. Voilà, bien évidemment, on essaie de répondre au mieux et au plus vite. C'est pas toujours simple, hein. On vous le cache pas, les équipes sont pas forcément très importantes et les demandes sont très nombreuses, mais surtout vous n'hésitez pas. Voilà, je pense qu'il faut que vous puissiez trouver des réponses et on est là pour ça. Voilà. Merci à vous. Alors, Caroline, avant de partir, j'ai vu que Vincent voulait prendre la parole. Ah, très bien. Oui, excusez-moi. Après, c'est peut-être ni mieux ni le moment, parce qu'on vient d'évoquer le plan plus d'activité. J'ai juste une toute petite question assez importante à mes yeux. Est-ce que le PRA est indispensable avant toute reprise d'activité par les agents? Parce que nous, on est en phase de rédaction et c'est vrai que on voulait reprendre pour une partie demain, d'autres pour une partie lundi. Et moi, je serais un peu plus prudent vis-à-vis de mes collègues en disant qu'il serait bien qu'on reprenne tous à partir du moment où les conduites à tenir sont fixées, le cap est fixé. Après, j'aimerais juste qu'on éclaircisse un peu si c'est possible, mais non. Ouais. Je vous rejoins complètement, Monsieur Faure. Le PRA, il n'a rien d'obligatoire. Il est, pour moi, important parce qu'il permet de poser sur le papier le quoi, pourquoi on le fait, avec qui on le fait, comment on le fait, et dans quelle mesure et dans quelles limites. Donc, ça permet de poser l'ensemble des questions et de border les choses. Donc, la précipitation n'est pas forcément meilleure conseillère, surtout quand les choses arrivent à fonctionner sur le travail à distance et le télétravail. Voilà, donc il vaut mieux prendre un peu plus de temps et faire de la reprise progressive, y compris à partir de la semaine prochaine ou de la semaine suivante, mais en le faisant dans de bonnes conditions. Je vous le disais tout à l'heure, les agents peuvent être plutôt dans l'attente de la reprise souvent. Ouais, pour ce que je peux avoir comme contact, je crois qu'ils sont tous en attente de reprise. Je me souviens même avoir eu des agents techniques me disant mais c'est bon quoi, chez moi j'ai tout fait, la pelouse elle est nickel, je peux la passer au ciseau. Je veux reprendre quoi. Mais il y a aussi des agents qui sont angoissés
de cette reprise et de se retrouver avec du monde. Et effectivement, le PRA, il a l'avantage de poser les choses, de dire quelles seront notamment les protections qui seront offertes aux agents et ce qu'ils vont pouvoir faire. Je rappelle que dans la mesure du possible, on reste sur du télétravail. Hein. Oui, j'entends bien, tout à fait. Après, voilà, nous, on est en train justement de travailler là-dessus, mais on a le cas des médiathèques. Et les médiathèques devaient rouvrir cette semaine. On n'est pas apte tout de suite à le faire. On attendait plutôt la semaine prochaine. Et je me dis que plutôt que de le faire pour un secteur, bien baliser tous les services et à ce moment-là, mettre tout le monde en ordre de marche au même moment plutôt que de faire ça au coup par coup. C'est juste mon ressenti, mais est-ce que c'est envisageable? Bah, c'est peut-être plus compliqué. Après, moi j'invite les collectivités, notamment les plus grosses, à travailler avec leur CT, CHSCT, hein, parce que c'est l'organe d'aide à la mise en place. Et plus vous pouvez travailler avec des collègues sur des tâches différentes, plus vous aurez une idée réelle des problématiques qui peuvent se poser. Donc oui, vous travaillez avec les agents, c'est une très bonne idée. Mais là, pour le coup, moi je vous invite à suivre les deux interventions ou une des interventions de jeudi ou de vendredi parce que vous allez avoir des informations là-dessus, Monsieur Faure. C'est vraiment la thématique, hein, ou jeudi après-midi ou vendredi matin. Voilà, je vous ai mis, j'espère que tout le monde voit bien sur le chat. Donc, vous avez les codes, vous avez les horaires. Donc, c'est jeudi 14 de 14h30 à 16h30, donc sur le PRA. Et c'est la même intervention hein, par l'autre centre de gestion, mais le contenu sera le même. Vendredi 15 de 10h à midi. Donc, selon votre planning, c'est vrai que je pense que vous, les acteurs RH, ça peut être intéressant que vous vous inscriviez. N'hésitez pas à le faire. J'avais mis jusqu'à ce soir. Là, vous avez le temps de le faire. Et ma collègue, même pour celui de jeudi après-midi, m'a dit qu'elle prendrait encore les inscriptions demain matin. Voilà, donc je laisse encore un petit peu à l'écran pour que tout le monde puisse bien noter. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre participation et de votre attention, parce que c'est vrai que ces rendez-vous marchent bien aussi, parce que tout le monde joue le jeu, est discipliné pour prendre la parole, alterner entre les uns les autres. Donc, c'est un grand plaisir de vous retrouver de cette façon-là. Et puis, avec quelques petites règles finalement assez simples, on arrive à fonctionner. Donc, je vous dis à bientôt hein, sur les prochains rendez-vous. Et encore merci à Caroline qui joue le jeu, qui est présente et qui cherche à répondre à tout. Donc, le support, Caroline, on disait tout à l'heure que t'attends éventuellement quelques compléments. Et oui. Aujourd'hui, on est mardi. A priori, on devrait pouvoir le diffuser peut-être jeudi, c'est ça? Alors, je vais essayer. Alors, je rentre à l'école, moi, demain. Ouais, d'accord. Demain et jeudi. Donc, je préfère vous dire vendredi, comme ça, alors, vendredi, je vais me le noter, voilà, mettre la date, je vais au moins avoir une échéance. Mais voilà, jeudi fin de matinée, je te le renvoie avec les informations et les compléments. D'accord, donc voilà, vous avez entendu a priori diffusion vendredi du PowerPoint tel qu'il était aujourd'hui, plus quelques compléments. Voilà, on va pouvoir clore la séance. Merci à toutes et tous. À très bientôt. Merci à tous et à toutes. Bon courage à vous. Merci. Bon courage à vous et voilà, et plein de bonnes choses, les meilleures possibles en cette rentrée particulière. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Véronique.